de Manicouagan. Monsieur le Président, c'est avec un plaisir non dissimulé que je renoue aujourd'hui avec ma pratique d'avocat criminaliste après 6 longs mois d'absence des tribunaux. La présente matière incombant au Parlement me permet d'élaborer un canevas de plaidoirie qui sera, je l'espère, repris par mes collègues et confrères juristes. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, je vous informe que mes collègues ont souvent décrit mes interventions comme étant de l'obiter dictum, c'est-à-dire que je m'exprime en marge d'un sujet donné, mais à mon sens, les faits qui seront présentés devant vous aujourd'hui méritent d'être portés à l'attention des citoyens canadiens, même si j'accorde très peu d'importance au concept de peine minimale et autres technicalités. Suivant ce raisonnement, il m'importe de préciser que mon premier réflexe, s'inscrivant dans le cadre de l'étude du projet de loi soumis à notre attention, fut, bien entendu, de m'enquérir de la position du Barreau du Québec sur la question. Cet exercice m'a permis d'orienter la présente intervention en Chambre afin de mettre en lumière les considérations propres à l'enlèvement d'enfants mettant en cause des tiers. Comme on l'a déjà entendu, c'est le sujet du jour. Cette balise, bien intentionnelle, donnera toutefois lieu à des réflexions portant sur la responsabilité qui se doit d'être assumée par le père, la mère, le tuteur ou la personne ayant la garde ou la charge légale d'un enfant afin de prévenir une telle tragédie sociale. Dans la lignée de mes précédentes allocutions, j'introduirai cette Chambre aux réalités et répercussions sociales des crimes contre la personne observables au sein des communautés aborigènes au pays. Il est d'autant pertinent d'aborder cette notion sous cet angle puisque la réalité de l'enlèvement et la disparition des jeunes aborigènes demeure d'actualité au pays. Tellement d'actualité, Monsieur le Président, que lors de la dernière réunion des chefs de la PNQL, la semaine dernière à Ottawa, cette matière-là a été encore une fois débattue par les membres et les chefs ont reçu des témoignages à cet effet provenant de la communauté Anishinaabe. Semble-t-il qu'il y a des jeunes femmes qui disparaissent toujours de ces communautés, encore récemment. Et ça fait aussi écho à ma présence lors de la marche de Sisters in Spirit à Montréal, il y a déjà un mois et quelques, où encore là, il y avait des représentants des communautés d'un peu partout au Canada qui faisaient état de cette situation-là de disparition, pas seulement en Colombie-Britannique, mais un peu partout au Canada. La notion elle-même d'enlèvement fait écho au passé de communautés ayant dû se résoudre aux pratiques associées au pensionnat indien. Pour avoir travaillé, pour avoir traité quelques dossiers de compensation monétaire liés au passage et aux victimes des pensionnats indiens, je me permets aujourd'hui d'affirmer que c'est perçu par les communautés comme étant de l'enlèvement, c'est-à-dire que les officiers de la Gendarmerie royale se sont présentés dans les familles et ont tout simplement pris les enfants et les ont coupés du noyau familial. C'est une sorte d'enlèvement, je tenais à le préciser au passage. Cette page de l'histoire, aujourd'hui révolue, il apparaît que nombre de situations comportant compromission de l'intégrité physique de la jeunesse sont actuellement répertoriées au sein des réserves canadiennes. L'état de dégradation du tissu social de certaines communautés aborigènes au pays est propice à l'intrusion d'agents délétères prompts au détournement d'une jeunesse aux prises avec de forts dilemmes identitaires. Il est démontré que les éléments du monde interlope, le monde criminel, ont su infiltrer les cellules familiales et la dynamique clanique propre aux communautés, le tout selon une optique de perpétration d'activités criminelles en régions éloignées. Un rapport publié en 2009 par Amnesty International démontre que des prédateurs sexuels et ceux qui commettent des crimes contre la personne en général ciblent volontairement des Autochtones, ces actes pouvant être motivés par le racisme ou par le sentiment que l'indifférence de la société à l'égard du bien-être et de la sécurité de ces jeunes aborigènes leur permettra d'échapper au système de justice. L'adversité observable au quotidien de communautés durement éprouvées sur le plan social et culturel constitue un terreau fertile au détournement et à l'exploitation d'une jeunesse désabusée.
Ce constat est d'autant accablant que l'agence QMI révélait la semaine dernière, c'est quand même assez récent, que dans les provinces de l'Ouest, la majorité des enfants impliqués dans le commerce du sexe sont des Autochtones. C'est ici que la notion d'autorité parentale entre en jeu, et je puiserai dans l'expérience empirique, mon expérience personnelle, afin d'illustrer la teneur de mes propos. Pour avoir évolué durant la majeure partie de mon existence au sein d'une réserve indienne, il m'importe de formuler une critique à l'endroit du laisser-aller s'observant au sein de nombre de cellules familiales de ma communauté d'origine. Dans certains cas, la dérive de la jeunesse est accentuée par une absence de référents parentaux dignes de ce nom. En bref, la dérive de la jeunesse est associée à la dérive parentale. Les lacunes propres à la supervision parentale liées au climat d'infantilisation perceptible au sein des réserves indiennes ouvrent la voie à l'exposition d'enfants aux éléments criminels déviants. Lorsque je parle d'infantilisation, Monsieur le juge, c'est bien entendu en faisant référence à la distanciation du rôle parental qui devrait être assumé ultimement par les parents dans les communautés. Traditionnellement, on sait qu'en forêt, les jeunes jouissaient d'une liberté et d'une autonomie qui leur permettait, entre autres, d'être des pourvoyeurs pour la chasse au sein de la cellule familiale, mais transposer ce raisonnement et cette réalité aux réalités contemporaines s'avère hasardeux. Maintenant, les jeunes dans les communautés sont appelés à devenir adultes de façon prématurée, à s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs, et souvent, les parents redeviennent des adolescents eux-mêmes et les jeunes doivent subvenir aux besoins de la famille. Donc, ça ouvre la porte encore là à de l'intrusion d'éléments criminels. En conséquence, il importe d'appliquer une distinction entre les infractions d'élèvement d'enfants mettant en cause le père, la mère, le tuteur ou la personne ayant la garde ou la charge légale de cet enfant et celles mettant en cause des tiers. Je sais que mes confrères et collègues ont appuyé sur cette distinction tout au cours de leurs interventions. Bien que pouvant faire l'objet d'un traitement aux instances criminelles, les dossiers impliquant les détenteurs de l'autorité parentale sont en général l'apanage de recours en matière familiale. On sait que les recours en habeas corpus et les recours en garde et pension alimentaire sont au Québec relégués aux matières familiales. Et à mon sens, les cas d'enlèvement à proprement parler par un parent devraient être traités et sont traités dans le cadre des instances civiles, puisque les parents sont ultimement détenteurs de l'autorité parentale à l'égard de ces enfants-là. Ça comporte aussi un droit de regard sur la garde et sur bien d'autres matières. Donc, je vous soumets le tout humblement.